Le comité du Royal Élan Fondation Christian Blavier a organisé ce dimanche 4 octobre une après-midi découverte de la bande dessinée. Au musée de la vie rurale Condruse, on pouvait voir de petits personnages bien connus, tandis que Marco Venanzi, auteur renommé de BD, dévoilait ses secrets en la salle La Nandrinoise. Monsieur le conseiller présent, mes chers dessinateurs et dessinatrices de 1984, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et surtout chers amis et amis. C'est en 1984 que nous avons réalisé un stand de bande dessinée lors d'une exposition de l'Élan Fondation Christian Blavier, avec le dessinateur Hachel, auteur de la série des Benjamins et le service des affaires culturelles de la province de Liège. Nous étions en ce temps en CEC, c'est-à-dire Centre d'expression et de créativité. 25 ans déjà, vous aviez alors 10, 11 ans, 9 ans qu'on me dit. J'ajoute 25 ans et je sais votre âge. Permettez-moi de vous rappeler notre succès. 24 séances de 2 heures le mercredi après-midi. Vous étiez enthousiaste, une expérience très enrichissante qui avait permis à chacun de s'exprimer, de se connaître et surtout de s'aider en collaborant. En un mot, une page de vie bien amusante, car il semblait intéressant pour les jeunes de s'initier à la finesse, à la sensibilité et à toutes les astuces de ce nouveau vocabulaire international de la BD. On était en 1984. Nous vous annonçons que nous allons participer à une bande dessinée qui réunira les 3 écoles primaires de l'entité et le musée communal de la vie rurale Condruse, sous l'égide de la commune et principalement les chevinats de l'enseignement. Le projet sera piloté par des artistes renommés, Marco Venanzi et le scénariste Michel Dussert, ici présent. Merci à tous d'être venus passer avec nous une agréable et conviviale après-midi, avec notre comité si dévoué et dont vous reconnaîtrez ses membres par un badge bleu, tout comme moi. Merci à l'administration communale qui, en toutes circonstances, nous aide toujours si gentiment. Avant de terminer, et si vous n'êtes pas encore passé par notre beau musée, ne l'oubliez pas. Il vous attend. Il est rehaussé par des personnages de BD et des CD tournent constamment pour vous accueillir en toute simplicité. Notre animatrice Colette Éloi vous attend. Encore merci, chers amis et chers amis. Je passe la parole à Nadine Wilquin. Le comité vous informe simplement qu'il a mis quelques documents, quelques folders à disposition. Vous avez un folder qui reprend par exemple l'historique de l'Élan. Il y a un autre folder qui reprend aussi le programme des années 84, donc de ce qu'on a organisé en 1984. Et alors vous avez aussi la BD de 1984 exposée ici, dont nous vendons quelques exemplaires si ça vous intéresse. Donc le musée est ouvert, Madame Blavier vous l'a déjà dit, et alors on peut passer la parole à Monsieur Venanzi pour son exposé. Dire tout de suite, un auteur de bande dessinée, même s'il ne fait pas de la littérature, c'est également un auteur, parce que c'est un créatif, il écrit, il raconte, il dessine, c'est vraiment un auteur à part entière.
Maintenant, c'est certain que notre métier, ce n'est pas le même que celui de la littérature, ce n'est pas le même que celui du cinéma, ce n'est pas le même que celui du théâtre. C'est un art à part entière, c'est pour ça qu'on l'appelle le 9e art. Il a des techniques spécifiques, des auteurs spécifiques qui ont parfois des renommées internationales, donc c'est réellement un art. On va passer un petit peu à l'histoire de la bande dessinée. Bien sûr, à la préhistoire, ce n'est pas encore de la bande dessinée, mais ce qu'on peut voir déjà dans les grottes, dans les peintures rupestres, vous avez déjà des scènes de chasse qui sont dessinées, et c'est déjà un moyen d'expression par le dessin. C'est déjà un peu, on pourrait dire, une des origines de la bande dessinée, mais pas que de la bande dessinée, bien entendu, mais déjà les hommes des cavernes cherchaient à s'exprimer par le dessin, à raconter des choses, des histoires, des scènes de chasse. Peut-être y avait-il aussi un aspect religieux, mais c'est vraiment les prémices de la bande dessinée, on les trouve à la préhistoire. Ensuite, dans l'Antiquité, bien sûr, souvenez-vous des hiéroglyphes, et bien souvent, ces pictogrammes, ce sont des petits dessins, et ces petits dessins sont associés à des mots, à des personnages. Chez les Romains vont exploiter énormément le récit narratif dans la sculpture. C'est-à-dire que, pour ceux qui se passionnent d'histoire, ils voient, si vous visualisez les colonnes romaines, donc, par exemple la colonne Trajane, eh bien Trajan raconte sur une colonne les aventures de ses conquêtes. Et tout au long de la colonne, il y a des bas-reliefs qui partent de bas en haut, de manière circulaire, et on peut suivre toute l'épopée de je ne sais plus quelle conquête, avec, on voit les soldats romains qui se mettent en route, qui se battent contre les ennemis, qui ramènent les trophées, les esclaves à Rome. Enfin, il y a toute une histoire. Là, c'est vraiment une histoire, une bande dessinée. Bien sûr, il n'y a pas encore de texte, il n'y a pas de texte, mais c'est une histoire en images. Par la suite, c'est la gravure populaire qui va reprendre un petit peu le flambeau. On va trouver beaucoup de caricatures. La caricature va commencer, et au niveau de la caricature, elle va être liée aussi à la presse. On va commencer la presse, le début de la presse à l'imprimerie. Au niveau de l'imprimerie, on va trouver des caricaturistes qui vont caricaturer les politiques de l'époque. Et cette fois-ci, va apparaître sur ces caricatures des petits textes ironiques. Donc, on va associer du dessin et du texte. Ça, c'est le premier dessin, le premier texte qu'on va trouver associé dans l'histoire de la bande dessinée. Bien sûr, ce n'est pas encore de la bande dessinée, mais petit à petit, on s'y approche. Elle est caractérisée par un dessin dont les proportions, dont les personnages ne sont pas très conformes à la réalité. Je prends ici Astérix et Obélix, mais quand vous voyez la tête d'Astérix, elle est énorme par rapport à son corps. Ce ne sont pas des proportions réelles. Son nez, il est énorme. Il y a quelque chose qui tient plus de la caricature. Pareil pour Obélix, un personnage comme ça, avec des bras de cette taille-là, vous n'en rencontrerez jamais un dans la rue. Une case est régie par des règles bien particulières, à savoir que on sait que, en général, l'œil est souvent attiré par, je dirais, le tiers inférieur droit de l'image, et on essaye souvent de positionner les choses importantes à cet endroit-là de la case. Les cases, en fonction de leur taille, donnent un rythme à l'histoire. Je vous l'ai illustré ici avec ces 3 petites cases. Souvent, quand on a une action, quand le rythme doit être rapide, avec des petites cases verticales, l'œil va les lire plus rapidement. On va passer rapidement d'une image à l'autre. Parce que vous voyez, la distance de lecture est courte. Donc on utilise ce type de cases autant que possible, en fonction du scénario, pour les scènes d'action. Ben ici, voilà une petite voiture qui fait une tête à queue et qui repart dans l'autre sens. Pas de texte, l'image se lit vite, c'est de l'action. Si on veut utiliser, par exemple, une image plus lente, pour un personnage qui réfléchit, on va utiliser des petites cases
courte avec un gros plan. On va se focaliser sur les yeux. Les yeux, on voit, l'œil se fixe ici au niveau du front. Eh bien, le personnage pense, réfléchit. La case se lit plus lentement parce qu'elle est plus longue à lire. Et on arrive au texte. Avant, l'œil va d'abord lire le personnage, voir son expression, et puis s'attarder au texte. Donc la lecture est plus longue. Pareil, quand on veut donner une idée du temps qui passe, on va utiliser des cases verticales, parce que l'œil va la lire de gauche à droite et va décrypter toute l'image plus lentement. Donc le temps de lecture est plus long. Donc voilà, il y a des techniques, on n'utilise pas n'importe quelle case pour n'importe quel dessin. Ensuite, quand on en arrive à la page, comme au cinéma, il y a ce qu'on appelle les plans. Vous voyez, au cinéma, parfois on voit un beau paysage, parfois on voit rien qu'un visage. Eh bien, ces plans, ils ont une utilité également. Ils ont deux utilités. La première, c'est de diversifier les angles de vue pour pas que la lecture soit monotone. Si vous avez chaque fois la même image, imaginez un peu un album de bande dessinée avec chaque fois un visage qui parle, vous n'arriverez pas au bout de la première page. Imaginons toute une bande dessinée avec la tête d'un personnage qui parle, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, l'intérêt du dessin, c'est de montrer, de faire voir et de raconter. Donc, on utilise des plans différents qui portent un nom. Voici un plan d'ensemble. Comme son nom l'indique, on a un décor important avec des personnages qui sont à peine silhouettés. Là aussi, je vous ai montré l'utilisation d'un avant-plan pour donner une impression de profondeur à l'image, avec un arrière-plan pour vraiment donner une impression de profondeur. Le plan d'ensemble sert à montrer beaucoup de choses. C'est parfois utile pour situer des personnages dans un contexte bien précis. Imaginons un western, première image, pour que tout le monde situe un western, qu'est-ce qu'on va voir ? Une scène peut-être de désert avec ces rochers rouges typiques, avec deux personnages sur un cheval, avec un chapeau de cow-boy. Tout le monde a compris qu'il s'agit d'un western. Il n'y a pas besoin d'écrire désert d'Arizona 1885, tout le monde l'a compris. C'est ça la force de l'image. Ici, voilà un plan général, on va se plonger un peu plus dans l'action. Le plan général, il est utilisé souvent pour montrer des personnages dans un contexte, mais avec une scène de mouvement. Vous voyez, les personnages marchent, ils discutent. Alors le passage d'une case à un autre, ça s'appelle, comme au cinéma, un zoom ou un travelling. On s'approche des personnages. On continue à s'approcher des personnages. Voilà un plan moyen. Là déjà, sur les personnages, on visualise mieux l'attitude. On peut servir aussi de l'attitude corporelle pour faire passer un message. Donc, on voit ici le deuxième personnage qui a la tête penchée, les mains dans les poches, c'est une attitude de réflexion. L'autre personnage lui tient l'épaule, c'est peut-être une attitude de